Bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci à Antoine de Crémier qui vient cette année, comme il était venu l'année précédente, il y a 2 ans, pour animer ce soir un sujet fort intéressant. La France existe-t-elle encore? Antoine de Crémier est conseiller éditorial à la Nouvelle Revue Universelle. Vous lisez La Faute à Rousseau, vous avez vu il y a 15 jours que nous avons donné le contenu, le sommaire du dernier numéro qui vient de paraître, et Antoine déborde de projets pour les prochains numéros, les nouveaux rédacteurs, les nouveaux sujets. Donc c'est une revue qui se lance avec une nouvelle dynamique. C'est vraiment porteur d'espoir pour nous, pour nos idées, en vue du bien commun, puisque la période est favorable à ces idées. Encore faut-il que nous ayons des moyens dans le journalisme, sur le net avec La Faute à Rousseau, et puis pour la réflexion avec des instruments comme la Nouvelle Revue Universelle pour attirer les esprits justement à ces idées du bien commun. Alors il y a 2 mois nous étions avec Hilaire de Crémier, le cousin d'Antoine, et Jacques Trémollet de Villers qui a terminé, vous vous en rappelez, en disant une phrase d'espoir: aujourd'hui tout est possible, même le meilleur. Il y a 1 mois c'était Gérard Leclerc qui nous a parlé de Vincent Peillon et sa morale laïque, et nos 3 prochains rendez-vous, bon nous nous retrouverons une fois tous les mois comme d'habitude, comme chaque année. Ça sera bien sûr le 21 janvier, et ensuite en février, mars, avril, les dates ne sont pas encore fixées, mais Pierre Bouiran, je vous l'avais dit la dernière fois, viendra nous présenter un très intéressant Tocqueville et l'action française, qu'il vient d'écrire, et Pierre de Meuse viendra nous présenter un livre qu'il vient d'achever sur les penseurs, la pensée contre-révolutionnaire. Donc voilà pour nos prochains rendez-vous, nos 3 prochains rendez-vous. Vous aurez évidemment tous les renseignements dans La Faute à Rousseau. Et très bientôt, nous parlerons de cette dernière brochure du Cercle Vauban. Nous avions présenté la toute première en son temps. Nous allons présenter dans la semaine, celle-ci, Une espérance pour la France, la monarchie. Voilà. Alors Antoine, merci d'être venu. Je te laisse la parole. Et ton sujet donc, la France existe-t-elle encore ? C'est bien entendu un sujet un peu provocateur, comme d'habitude. Rassurez-vous, je pense qu'elle existe encore, mais de manière très évidente en voie de disparition, de dissolution. On a en effet actuellement une conjonction de facteurs qui viennent achever la moribonde. Parce que nous ne subissons pas une crise, ni des crises, comme on le dit très souvent, mais en réalité les effets d'une révolution radicale. Et cette révolution, on pourrait la qualifier de totalitarisme de la dissolution. Tout se dissout. La famille, la nation, toutes les institutions, les entités. Il y a une espèce de parcellitarisation, on pourrait dire, qu'on retrouve d'ailleurs, cette absence d'unité totale, dans les partis politiques. Les partis politiques éclatent de manière absolument extraordinaire. Et cette révolution, curieusement, et cela nous renvoie sans aucun doute à nos propres responsabilités, se déroule sur un fond de passivité générale et d'une forme d'acquiescement au désastre qui est toujours présentée comme une fatalité. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et c'est bien la raison pour laquelle les seules solutions proposées à l'intérieur du système vont toujours dans le même sens, se contentant en réalité d'accentuer ce qui est précisément la cause de tous nos maux. On tourne en rond. Et proposer autre chose, vous le savez, c'est immédiatement être taxé de ringard, de passéiste, incapable de comprendre, et c'est une analyse qu'on lit très souvent, que la crise actuelle, qui se résout pour beaucoup, qui se résume pour beaucoup à une crise économique et financière, en réalité, on vous explique partout que les crises, c'est au fond le fonctionnement normal du capitalisme. Fonctionnement normal, il y a des crises, il y a des contractions à un moment donné, et puis le système en sort renforcé, en sort par le haut. Donc au fond, il n'y a pas trop à s'inquiéter, c'est pas trop grave. De tous les cas, le système est réputé indépassable, parce qu'il est sans cesse son propre dépassement. Dans les dissolutions, vous verrez, il y a la mondialisation, ou plutôt l'idéologie mondialiste, il y a l'Europe, il y a la crise.
qui a été un fantastique accélérateur des facteurs de dissolution. D'abord la mondialisation, ou plutôt l'idéologie mondialiste, qui progresse, associée à la libéralisation financière, et qui a traité la plupart de ses fonctions aux forces du marché. Le politique privé de territoire s'efface. Lorsqu'en 1784, Emmanuel Kant évoqua l'unification parfaite de l'espèce humaine à travers une citoyenneté commune, ce projet retomba très vite dans la poussière. Mais il renaît aujourd'hui du tréfonds de l'oubli dans lequel il était plongé pour rejaillir au cœur même du débat politique. Désormais, les institutions, confinées à un territoire national, ne font pas le poids face à la finance, au capital, extraterritoriaux, par principe. Et devant ce constat, nombreux sont ceux qui, comme Zygmunt Bauman, dans un de ses derniers livres, concluent « Il est impossible de faire marche arrière. Il n'existe pas de solution locale aux problèmes globaux. L'Europe et surtout la crise provoquent une érosion constante, bien souvent consentie, souhaitée, voulue, des souverainetés locales, que l'on rebaptise ironiquement des souverainetés de clocher. Les gouvernements s'agitent sur une scène vide et se contentent de demander à leur sujet, s'il en existe encore, plus de flexibilité, plus d'adaptation au monde, et les États souverains sont pratiquement réduits à une impuissance totale pour endiguer les pressions du capital, de la finance et du commerce globalisé, y compris le commerce culturel. La réponse est toujours la même. Ils ne peuvent rien faire, sauf à prendre le risque de s'aliéner les investisseurs et de menacer le PNB et le bien de tous. Hypocrites, ils affirment que les règles du jeu qu'ils sont forcés de jouer ont été établies par des forces sur lesquelles ils n'ont pas de prise, aucune influence. La concurrence, les marchés mondiaux, les investisseurs globaux, des forces sans domicile fixe, extraterritoriales, au contraire de ce qui reste des pouvoirs éminemment territoriaux des États. Et les citoyens sont censés ne pas regarder plus loin. Plus personne, pas un homme politique, ne proposera aujourd'hui une vision d'une bonne société. Et pour eux, vous le savez, remporter une élection n'a pas d'autre but que de remporter la suivante. Nous sommes parvenus, beaucoup s'en réjouissent, au moment où le capital a réussi à s'extraire du cadre contraignant de la tutelle exercée par l'État pour rejoindre un no man's land parfaitement extraterritorial. L'État est désormais réduit au statut de police de quartier, fonction qu'en France du moins il n'est même pas capable d'accomplir. Donc nous n'avons pas le choix. Et puis il y a l'Europe, ou du moins ce que l'on appelle l'Union européenne, instance dont on ignore l'identité, incapable de se définir elle-même. Ici encore, ses avantages sont réputés indiscutables. On peut évoquer, il n'y a pas très longtemps, lors d'un débat entre Nicolas Dupont-Aignan et Laurence Parisot, les propos introductifs tenus par la présidente du MEDEF. Tous les chefs d'entreprise savent que la voie pour espérer une croissance forte et durable porte les couleurs de l'Europe, tout simplement parce que nous avons besoin d'un grand marché pour vendre nos produits et nos services. Point final. Fondée en 1951 sous la forme de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, après une déclaration initiale du 9 mai 1950 de Robert Schuman, l'Europe réunit d'abord 6 pays, vous le savez, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie, s'élargit en 1973 au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark, suivi par la Grèce en 1981, puis l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Finlande et la Suède, puis l'Union européenne intègre en 2004 10 nouveaux États. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, Chypre et Malte, auxquels s'ajoutent peu après la Croatie, soit 28 pays. Les perspectives de l'Union européenne concernent l'Islande, la Macédoine, la Serbie, le Monténégro, sans oublier les candidatures de l'Albanie, de la Bosnie, du Kosovo et de la Turquie. D'un point de vue économique, la Communauté européenne a été instituée en 1957 par le traité de Rome, amplifiée par l'acte unique européen de 1986,
Et sur le plan politique, c'est le traité de Maastricht en 92 qui va l'instituer véritablement avec une union économique de la zone euro en 1999. Oui. Mais si on pose la question, je reprends là des propos tenus par Jean-François Battei dans un article, si l'on pose la question de l'identité substantielle de l'Europe, non seulement une identité formelle d'ordre juridique, mais une identité substantielle qui constituerait le socle de son idée politique. Il n'y a pas de réponse. Cette crise identitaire avait été pressentie depuis longtemps par Valéry, Paul Valéry, Ortega y Gasset, Husserl, Albert Camus, Hannah Arendt, qui avaient tous mis déjà en évidence l'épuisement des principes qui commandaient l'idée européenne. Ce que Valéry appelait ses noyaux pensants, lui qui, dès 1919, n'hésitait pas à parler de l'agonie de l'idée européenne. C'est en réalité cette agonie, ce déclin qui se manifeste par une succession de crises économiques, alors qu'en réalité il a vraisemblablement ses racines dans une identité européenne imprécise qui échappe au peuple comme à leurs dirigeants. Le faux universalisme européen se réduit, comme le dit Pierre Manant, à une ouverture à l'autre, et c'est tout. Et la classe politique répète sur tous les tons, je reprends là des propos de Pierre Manant dans son livre La raison des nations, répète sur tous les tons le refus de toute appropriation d'un quelconque héritage européen au bénéfice d'une ouverture aux autres cultures. Nous n'avons pas d'existence propre, nous ne voulons d'aucune façon d'une existence qui serait nécessairement particulière d'un être propre. Bref, l'Europe façonnée par l'histoire a été délibérément sacrifiée à une Europe financière et technocratique dépourvue de passé. Et si les questions financières représentent le domaine, j'y reviendrai, où les abandons de souveraineté semblent les plus évidents, le pouvoir grandissant, tutélaire, de la Commission européenne et des institutions européennes d'une manière générale se manifeste dans bien d'autres domaines. Avec ce qu'il est convenu d'appeler les accords de Schengen, ce petit village luxembourgeois, devenu célèbre à la frontière de l'Allemagne et de la France, c'est le 14 juin 1985 que 5 pays signataires, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France, se mettent d'accord sur cette suppression des frontières, partielle, puis qui deviendra totale au fil du temps avec le traité d'Amsterdam. On parle désormais d'espace Schengen. Ce dernier comprend 26 États membres, dont la Confédération suisse, qui a intégré cet espace le 12 décembre 2008. Cette suppression des frontières est un phénomène qui traduit un transfert de souveraineté des pouvoirs nationaux aux institutions européennes, notamment parce que dans le domaine de la gestion de l'espace Schengen, la méthode communautaire remplace la méthode intergouvernementale avec abandon de la règle de l'unanimité au profit de celle de la majorité qualifiée. Giscard d'Estaing exulte. La méthode communautaire, dit-il, c'est la méthode fédérale. Et avec le traité de Lisbonne, désormais, la méthode communautaire est appliquée dans tous les domaines de compétences de l'Union européenne. Et puis bien sûr, il y a la question de la naturalisation et de l'immigration, du remplacement brutal, rapide, voulu de la population française par une population étrangère. Les journaux se sont fait les interprètes récents de la nouvelle augmentation des naturalisations voulues par Manuel Valls, dont on peut rappeler que né espagnol, il a été naturalisé à 20 ans. Désormais, le fait d'avoir été clandestin, en infraction à la loi française, n'est plus un obstacle. Nous vivons ce que Renaud Camus a appelé le grand remplacement, qui est une violence inouïe faite aux populations autochtones. Violence qui nous est imposée aussi bien par la droite que par la gauche. Au même moment, en Italie, la ministre de l'intégration d'origine congolaise, Cécile Kyenge, dit clairement qu'elle veut un droit du sol. C'est-à-dire que désormais la citoyenneté est acquise par principe, car toute personne est citoyenne de l'endroit où elle se trouve. S'ajoute à cela, en France en particulier, d'étroites préoccupations électorales. Le Parti socialiste n'ayant plus de base ouvrière, il faut bien en trouver d'autres,
et ce qu'il est convenu d'appeler la France de la diversité est la composante électorale essentielle de la gauche. Comme le rappelle Hervé Juvin dans son dernier livre « La Grande Séparation », lors de son audition devant une commission de la Chambre des Lords au cours de l'été 2012, Peter Sutherland, ancien président de la compagnie pétrolière Shell, administrateur du Forum de Davos, vice-président non exécutif de Goldman Sachs International, qui dirige au sein de l'ONU le Forum global sur les migrations et le développement, en même temps qu'il est chargé de l'immigration auprès du secrétaire général, annonçait clairement l'objectif des Nations Unies en matière de migration. Il faut détruire l'unité interne des nations européennes afin de les ouvrir à l'immigration de masse, changer la structure de leur population et générer ainsi plus de croissance économique. Déjà le 21 mars 2000, dans un rapport des Nations Unies qui traite précisément de l'immigration de remplacement, l'une des principales recommandations de ce rapport demandait aux pays de l'Europe occidentale de se préparer à admettre d'ici à 2050 1,3 milliard de migrants. 1,3 milliard de migrants. En 2007, un rapport Attali rédigé pour le compte de Nicolas Sarkozy reprenait, en diminuant un peu le nombre, les préconisations de l'ONU. Et le MEDEF récidive régulièrement. L'éloge du multiculturalisme et de la diversité sont repris par toutes les autorités morales, l'Église catholique en particulier. Ne nous faisons pas d'illusions. Tout cela est le prix à payer pour réaliser l'avènement de l'individu et la domination sans partage du marché. Et tout ceci est en parfaite adéquation, c'est un peu mon dada, avec l'individualisme libéral qui organise la disparition des fins universelles et objectives susceptibles de s'imposer à tous et d'informer de part en part le lien collectif. Il n'y a donc plus d'assujettissement possible à la quête d'un bien commun. On doit abandonner l'idée de chercher une identité de vue à faire prévaloir entre les individus. C'est à chacun de définir les objectifs qu'il entend poursuivre, d'établir sa propre idée du bien et d'ordonner sa vie en conséquence. La loi, la justice, l'État, diront les libéraux, n'ont pour but exclusif que celui de protéger la faculté privée de mener son existence à sa guise et sanctionnent l'absence d'unité intellectuelle ou spirituelle dans la société. En ce qui concerne la perte de notre souveraineté monétaire, qui était là absolument dramatique, tout commence avec la refonte des statuts de la Banque de France, entreprise en 1972, à l'initiative du gouverneur, c'était Alphand Déry, et qui fait l'objet de la fameuse loi du 3 janvier 1973, plus connue sous le nom de loi Rothschild, Pompidou-Giscard en réalité, et les nouveaux statuts régissent l'organisation de l'activité de la banque en définissant ses missions essentielles. L'article 25 précise « Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. » Tous les articles de la loi de 1973 ont été abrogés le 1er janvier 1994, peu après la mise en vigueur de la loi du 4 août 1993 qui les reprend intégralement. Et cette loi marque un tournant décisif dans l'histoire de la Banque de France. Le souhait de doter l'Institut d'émission d'un statut d'indépendance s'explique, disait-on, par la volonté d'assurer la continuité et la permanence de la politique monétaire dégagée de toute préoccupation à court terme, et de conforter ainsi sa crédibilité. Condition nécessaire, sinon suffisante, de cette crédibilité, c'est que la politique monétaire soit conduite sur la base d'un engagement clair et solennel en faveur de la stabilité des prix, quelles que soient les évolutions de la politique nationale. Et dans le processus d'union monétaire européenne, on trouvera dans son article 3, la loi interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts
ou d'accorder tout autre type de crédit au trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publique, de même que l'acquisition de titres de leurs dettes. Les services bancaires encore assurés par la banque pour le compte du Trésor sont désormais rémunérés, payés par l'État. En 1998, la Banque de France est intégrée au système européen des banques centrales, et cette indépendance des banques centrales, voulue par les autorités politiques françaises, était en réalité une condition juridique préalable inscrite dans le traité de Maastricht. Ce qui est paradoxal, c'est que la Banque de France est une institution dont le capital appartient en totalité à l'État, ce qui rend d'autant plus curieux le fait que l'État propriétaire soit désormais obligé de se financer sur les marchés financiers et donc auprès des banques commerciales, ce qui coûte évidemment beaucoup plus cher. Mais l'indépendance de la Banque de France vis-à-vis du gouvernement était bien une des conditions préalables imposées par le traité de Maastricht aux pays européens. Il s'agissait en fait de décalquer le mode de fonctionnement de la Bundesbank, indépendante du gouvernement allemand, sur les autres banques centrales, de façon à garantir la stabilité de la future monnaie européenne. Au fond, la monnaie est une chose trop sérieuse pour être abandonnée aux politiques, qui pourraient la manipuler en fonction de considérations électorales, ont estimé les rédacteurs du traité, largement inspirés par les Allemands en la matière. Il s'agissait en fait déjà de rassurer les marchés financiers et de devancer le calendrier fixé par le traité. Le gouvernement français a voulu offrir une garantie aux marchés financiers en leur envoyant un signal fort: la lutte contre l'inflation restera la priorité des autorités monétaires. Il serait temps de comprendre enfin que nos déboires actuels ne sont en rien dus, du moins pas essentiellement dus, aux endettements publics. Et les dirigeants politiques s'obstinent à considérer principalement cette crise comme celle des dettes souveraines européennes. La politique monétaire, branche essentielle d'une politique d'indépendance, est donc désormais soustraite à toute ingérence des politiques, confiée à des banques centrales qui ne sont responsables devant personne. C'est d'ailleurs cette loi française de 1973, qui fut par la suite abrogée, mais pour être remplacée en 1992 par le traité de Maastricht, et en 2009 par celui de Lisbonne, qui défendait jalousement la même orthodoxie. Une étude récente du FMI révèle que 2/3 des 152 banques centrales autour du globe restreignent considérablement, quand elles ne les empêchent pas tout simplement, les prêts ou toute mise à disposition des banques centrales en faveur de leur gouvernement. Tout cela au nom de la stabilité des prix. Et tant pis si les frais de financement de la dette de nos États atteignent des sommets intenables. C'est le prix à payer pour l'indépendance de la BCE dans une conjoncture de déprime européenne, avec des États, chose extraordinaire, qui pour financer leur train de vie, il n'est pas inutile ici de rappeler quand même que l'État, à partir du 1er septembre, l'État français emprunte pour payer ses fonctionnaires, donc se retrouvent contraints de descendre dans l'arène des marchés financiers, qui ne se privent pas de faire monter les enchères, en même temps qu'ils imposent l'austérité et davantage de récession. Et vous verrez qu'avec le MES européen, on a inventé une deuxième couche qui prend sa part d'intérêt, qui fait que les refinancements seront de plus en plus chers, j'y reviendrai tout à l'heure. De manière curieuse, si vous interrogez les gens, vous diront que bien entendu la dérégulation financière, la libéralisation financière est l'œuvre de la droite. Mais curieusement, ce n'est pas du tout le cas. Le FMI a construit un index de libéralisation financière permettant de mesurer ce phénomène dans les pays du monde, combinant 7 paramètres, peu importe les détails, et qui révèle que pour la France, cette dérégulation est en grande partie l'œuvre de la gauche au pouvoir, à hauteur de 70%. C'était Delors, c'était Lamy, c'était tous ces gens-là. Et ils l'ont fait volontairement, non pas par hasard, à tel point
en matière économique et financière. On dit toujours que la libéralisation, c'est le consensus de Washington. Certains journalistes économistes américains ont dit non, 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 c'est pas le consensus de Washington, c'est le consensus de Paris. Paris a devancé, dans le domaine de la libéralisation financière, le gouvernement de gauche a devancé même les Américains dans certains cas. Je vous passe les détails des lois, des textes, il y en a, vous les retrouverez éventuellement. Le monde, l'Europe, la crise. La crise a été un formidable accélérateur de l'effacement du politique et du triomphe de la finance. Alors qu'après l'effondrement en septembre 2008 de Lehman Brothers, les États avaient une fenêtre de tir absolument fantastique pour reprendre la main. Cette chute, représentant le marqueur le plus emblématique de cette crise, et dès 2007 en effet, vous vous en souvenez, dès le mois de septembre, les États commencent par sauver les marchés, sauver les banques, qui les appellent à la rescousse. 3 ans plus tard, les États sont plus que jamais placés sous la tutelle et la domination des banques et des marchés. Un numéro de l'expansion de septembre 2010, dont la page de garde était intitulée « Les marchés plus forts que les États », avait très bien détaillé les 6 étapes, je vous passerai les détails, les 6 étapes qui ont mené de cette possibilité pour les États d'en prendre la main à l'abandon de toute leur politique. Acte 1. Les banques appellent à l'aide. Et vous vous souvenez qu'on a piétiné à ce moment-là tous les critères de Maastricht et que les États-Unis n'ont pas hésité dans certains cas, et l'Angleterre, à nationaliser des banques. Ce qui est quand même absolument extraordinaire et un échec pour le système de la domination des marchés qui me paraît rédhibitoire. Acte 2. Les États jouent les pompiers. À la suite du plan Paulson en particulier, les États-Unis ouvrent le bal. Plein en Angleterre. Acte 3. Vous vous souvenez sans doute, entre avril et juin 2009, du G20 du 2 avril 2009. On a des photos extraordinaires de tous les chefs d'État qui donnent des coups de menton, et donc on a l'impression qu'ils vont, Sarkozy en particulier, qu'ils vont reprendre la main et que la finance va enfin comprendre qu'elle doit repasser sous la coupe des politiques. Ils bombent le torse. La finance n'a qu'à bien se tenir. Mais le G20 s'achèvera en 2009 en se plaçant strictement sur le terrain de la morale. On dénonce les États voyous, on dénonce un certain nombre l'absence de morale des intervenants, alors que par définition, le capitalisme lui-même se dit amoral. Moraliser le capitalisme est une ânerie absolument extraordinaire. Acte 4. La finance allume des contre-feux. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, le lobbying bancaire dispose de fonds absolument extraordinaires et que vous avez en moyenne 5 lobbyistes pour un représentant élu qui dépensent des fortunes pour obtenir ce qu'ils veulent. Les sommes dépensées par les lobbies de la finance au bénéfice des membres du Congrès américain pour l'année 2009 atteignent un record de 467 millions de $. Déjà, avec l'argent qui leur est prêté presque gratuitement par la Banque centrale américaine pour relancer la machine économique, ce qu'on appelle les quantitative easing, les banquiers reconstituent leur marché. Le pouvoir bascule, l'argent change de côté, passe des États propriétaires de la planche à billets aux salles de marché. En Europe, les banques font du chantage, menacent de couper le robinet du crédit si les régulateurs imposent trop de contraintes. Acte 5. Les spéculateurs passent à l'offensive. Entre octobre 2009 et mai 2010. Et ils ouvrent le feu sur Athènes. Ils ouvrent le feu sur Athènes. Il faut dire que la victime s'était désignée elle-même lorsque le nouveau gouvernement socialiste confesse un mensonge d'État, vous savez, labellisé par Goldman Sachs, sur les comptes publics de son pays avec un déficit qui passe de 6
à 12,7% du PIB. Les agences de notation dégradent, mais les banquiers sont les créanciers et les États sont les emprunteurs. 6, acte 6, les marchés mettent les États à la diète. Et les États prêteurs en dernier ressort, au début de la crise, se résignent désormais à leur sort de débiteurs et présentent à partir de mai 2010 des plans de rigueur. En Europe, il n'y a qu'un seul impératif: sauver l'euro, quel qu'en soit le prix. Au début de l'année 2012, l'euro est au bord de la faillite, de l'explosion. La Commission européenne, la Banque centrale, devait donc réagir. Et au mépris de tous les principes affichés dans le statut de la BCE, cette dernière accepte de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort, mais en se refusant toujours à prêter directement aux États. Donc, les prêts se font par l'intermédiaire des banques qui ajoutent leur propre taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a ainsi des banques qui empruntent à la BCE à des taux réels négatifs et qui prêtent aux États à des taux bien entendu positifs. Le 2 février 2012, les gouvernements de la zone euro ont signé un nouveau traité européen, instituant le fameux mécanisme européen de stabilité, le MES. Chaque pays membre devra contribuer à son capital à hauteur de son PIB. Précision importante dans le cadre des abandons de souveraineté, les membres du mécanisme européen de stabilité s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser les fonds demandés par le directeur général dans les 7 jours suivant la réception de la dite demande. Ajoutons que le mécanisme dit de stabilité pourra en outre décider de revoir à la hausse la contribution de chacun des États membres sans que ceux-ci aient leur mot à dire. Bien entendu, en Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a limité à 190 milliards d'euros les engagements de ce pays au titre du mécanisme européen de stabilité. Pour son financement, cette nouvelle entité pourra faire appel au marché des capitaux et sera donc soumise au jugement des agences de notation. Et les banques qui pourront emprunter à taux réel négatif auprès de la BCE prêteront à ce moment-là au mécanisme européen de stabilité à un taux d'intérêt plus élevé. Puis, le MES prêtera aux États à un taux encore plus élevé. Une fois de plus, les banques prêtent de l'argent aux États moyennant intérêt, et cet argent permettra à ces mêmes États de regarnir les coffres de ces mêmes banques. C'est le serpent qui se mord la queue. Et d'ailleurs, vous avez un argument de bon sens. Très logiquement, dans tous les cours d'économie, on enseigne que lorsqu'on crée de la monnaie, qu'on balance des tsunamis monétaires, ça se traduit par de l'inflation. Pourquoi n'y a-t-il pas d'inflation? Eh bien tout simplement parce que l'argent créé ne s'investit pas dans l'économie. Il tourne dans la finance en interne. Lorsque par exemple la Banque centrale et l'Europe est venue au secours des banques espagnoles, qu'ont fait les banques espagnoles avec cet argent? Elles ont acheté des obligations d'État espagnoles. Parce que ces obligations d'État espagnoles, qui étaient risquées, étaient à taux d'intérêt, comme il y a du risque, étaient à taux d'intérêt intéressant. Acheter du 10 ans espagnol à 5,5%, c'est quand même sans risque et plus intéressant que de l'investir dans des activités économiques où les marges, pour un certain nombre d'entreprises, sont de l'ordre de 3% avec les risques que ça comporte. Donc l'argent tourne en rond. Il ne s'investit pas dans l'économie. Ajoutons, et l'ajout n'est pas neutre, que le mécanisme européen de stabilité fonctionne sous conditionnalité, c'est-à-dire qu'une assistance financière ne pourra être accordée aux États demandeurs qu'à la seule condition qu'ils s'engagent en contrepartie à mettre en œuvre un programme de réforme, privatisation des secteurs publics,
baisse des salaires, diminution des dépenses publiques, etc., etc. La recette est toujours la même. Et puis, comme ça ne suffisait pas, vous avez un second traité, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne, le TSCG, qui a été signé à Bruxelles le 2 mars 2012 par 25 gouvernements, à l'exception de la Grande-Bretagne et de la République tchèque. Et ce traité est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Il existe des États de se soumettre à une règle d'or, en l'occurrence une limitation de leur déficit à 0,5% de leur PIB. C'est plus les 3% de Maastricht, 0,5% du PIB. Dans son article 7, il est précisé que la Commission européenne sera l'unique juge de l'adéquation des politiques budgétaires. Chaque fois que la Commission décèlera un déficit structurel, toujours difficile à calculer, sachant que la méthode de calcul ne fait l'unanimité nulle part, même à l'échelle européenne, on peut craindre que tous les déficits seront considérés comme d'ordre structurel. Et si un État ne s'exécute pas pour mettre en place la réduction des déficits jugés excessifs, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne, qui pourra édicter des sanctions à l'égard des mauvais élèves. Bien entendu, François Hollande a ratifié le pacte budgétaire européen en prétendant, vous vous en souvenez, avoir obtenu des concessions, notamment de la part de l'Allemagne, sur la question de la croissance. Et le Parlement français a ratifié ce nouveau traité le 8 octobre 2012 par 477 voix contre 70. On a donc assisté à un coup d'État absolument extraordinaire, antidémocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque des députés, des parlementaires, dont la fonction essentielle en France depuis toujours est de voter le budget, ont confié au préalable la surveillance de ce budget à une instance non élue de la Commission européenne. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Or, c'est un coup d'État absolument extraordinaire. On est donc là en présence d'une totale dépossession de ce qui restait de la souveraineté des États, sous un régime de surveillance et sous un contrôle actif de leur politique économique et financière, assorti d'un régime de sanctions. Le mécanisme européen de stabilité était déjà indépendant du Parlement européen. Comme des parlements nationaux, ses archives et ses locaux étant décrétés inviolables, et il ne peut faire l'objet d'aucune poursuite. Quant au traité nouveau sur la gouvernance européenne, il est irrévocable et inconditionnel. Il marque donc de manière théoriquement définitive, heureusement l'histoire nous dit que rien n'est définitif en la matière, la fin de l'autorité des parlements nationaux en matière budgétaire, qui était théoriquement un des fondements de la démocratie et tout simplement de la souveraineté politique. Nous voilà donc placés sous la tutelle d'une autorité nouvelle, sans légitimité aucune, qui donne tout pouvoir aux marchés financiers, en les rendant entièrement libres d'imposer leurs exigences. C'est pourquoi les États membres sont censés inscrire la règle d'or budgétaire dans un dispositif contraignant dont il est précisé qu'il ne sera pas soumis à la délibération parlementaire. Qui ne sera pas soumis à la délibération parlementaire. La finance contrôle les États et personne ou presque n'y trouve à redire. En mars 2013, s'est clôturée la longue aventure du pacte nouveau sur les bancs du Parlement européen. Il s'agit de ce qu'on a appelé le Two-Pack, 2 règlements visant à introduire un contrôle encore plus strict des pays de la zone euro et encadrer encore davantage le processus d'élaboration des budgets nationaux. Avec beaucoup d'humour, mais je ne suis pas sûr que ce soit volontaire, un communiqué de presse du Parlement européen indique que la prochaine série de lois sur la gouvernance économique amènera davantage de croissance,
et les nouveaux pouvoirs de la commission de surveillance des budgets des pays de la zone euro seront mieux contrôlés d'un point de vue démocratique grâce à la législation sur le paquet de 2. C'est vraiment ce qui s'appelle se moquer du monde. Et c'est extraordinaire que personne n'ait relevé pareille aberration. Les 2 projets de règlement, dont je vous passe les détails, ont été approuvés bien entendu par une large majorité des parlementaires. Bien entendu, et à l'unanimité, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, le Parti populaire européen, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates votent les 2 textes. Sur les 74 députés français, 30 députés issus de l'UMP, du Nouveau Centre et de la gauche moderne ont voté pour, à l'exception de 2 d'entre eux qui n'ont pas pris part au vote. Les 6 députés de l'Alliance démocrate des libéraux pour l'Europe, issus du MoDem, voté pour, à l'exception de Jean-Luc Benamias qui a voté blanc. 15 députés de l'Alliance libre européenne Les Verts, dont Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit et José Bové, ont approuvé les 2 textes. Les 14 députés membres de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates ont voté pour, à l'exception de Françoise Castex qui a voté blanc sur le règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire. Les 5 députés membres de la gauche unitaire européenne, gauche verte européenne, dont Jean-Luc Mélenchon, ont voté contre. Membres de l'Europe Liberté Démocratie, Philippe de Villiers a voté contre. Et parmi les non-inscrits, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen ont voté contre. J'ai introduit mon propos en disant que nous étions victimes, ou plus exactement plongés dans un totalitarisme de la dissolution. Et comme le dit Pierre Manant, la démocratie, après tout, n'est en fait qu'une organisation des séparations. C'est ce qu'il écrit dans La raison des nations. Et cette démocratie est aujourd'hui confrontée au bulldozer libéral qui en accélère le mouvement centrifuge et nous presse d'en finir avec l'histoire, la géographie, les frontières, les identités qui séparent les nations et les hommes. Il s'agit donc d'en finir avec la condition politique elle-même, avec la transmission, l'héritage, pour faire de l'individu le pur objet du droit et du vouloir. C'est bien là l'aboutissement du projet individualiste libéral, pour lequel la liberté individuelle n'est qu'une indétermination à l'égard de tout collectif, et les droits de l'homme, une capacité illimitée à imposer l'individu aux citoyens. Il faut en finir avec les frontières et les nations, qui ne sont que des obstacles au développement. Et désormais, l'État n'est plus qu'au service des droits illimités des individus dont il se veut le garant. Autrement dit, il ne faut plus aujourd'hui parler d'État-nation, ça ne veut plus rien dire, puisque désormais, de manière tout à fait certaine, j'allais dire officielle, l'État n'est plus qu'une machine à détruire la nation. L'État qui pousse à l'avènement de l'individu pour le transformer en homme de marché. L'État est devenu le serviteur zélé de ce totalitarisme de la dissolution. Inutile de dire que le politique, devenu inutile, disparaît. Et on peut tous, bien entendu, quoi qu'on en pense à titre personnel, signer le faire-part de décès de la démocratie. Je ne comprends pas comment des gens qui se veulent sincèrement démocrates peuvent acquiescer à toutes ces suppressions, à toute cette annulation. Alors j'ai un dada, vous le savez, c'est le libéralisme. Ah bon? Dont je prétends, et je crois être en mesure de démontrer, devant quiconque, qu'il est bien cette philosophie de la dissolution. Pourquoi? Alors d'abord, beaucoup de mes amis, ce sera très amusant, mais pour un certain temps un peu agaçant, pour être honnête,
se veulent libéraux alors qu'ils ne le sont pas. Et que je peux aisément leur démontrer qu'ils ne le sont pas. Quelle est la racine, ou quelles sont les racines du libéralisme? Et lorsque je dis cela, je ne cherche pas à reconstituer un libéralisme imaginaire de ma part pour mieux le critiquer. Je m'inspire très strictement, pour avoir fait un article récent dans la Nouvelle Revue Universelle, des dizaines de livres que j'ai lus sur le libéralisme, écrits par des libéraux. C'est pas moi qui le dis. Les fondements du libéralisme, c'est l'individualisme, c'est le subjectivisme, c'est l'immanentisme, c'est le nominalisme, etc., etc. Au fond, vous reprenez les 2 premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme et vous avez l'adéquation parfaite du libéralisme. Le libéralisme, c'est la philosophie des Lumières. Et ça, c'est une évidence. Quand je dis nominalisme, ça veut dire quoi? Je ne vais pas vous faire un laïus sur la philosophie nominaliste et la révolution fantastique qu'elle représente dans les structures de la connaissance. C'est la grande rupture de l'histoire des idées en Europe. Mais en réalité, venant du nominalisme et repris par le libéralisme, il y a le fait que seul existe le particulier. Le tout n'est que l'addition des parties. C'est ainsi, et je cite, l'entreprise elle-même est une entité abstraite. Le vrai libéral, nous dit Pascal Salin, devrait même éviter d'utiliser le terme d'entreprise afin de porter son attention sur les êtres qui sont concernés, c'est-à-dire les individus qui composent l'entreprise. Même chose pour l'intérêt général. La prétention, je cite toujours, à définir un quelconque intérêt général, différent de l'intérêt de chacun des membres d'une société, n'est rien d'autre qu'une escroquerie intellectuelle. Et d'ailleurs, la notion même d'intérêt général ou d'intérêt national est totalement dépourvue de sens. Plus loin, la société, vous savez que Margaret Thatcher se plaisait toujours à répéter la société n'existe pas. Eh bien, Pascal Salin nous dit une société, c'est un ensemble d'individus. Toutes les entités collectives n'ont pas d'existence propre. Et la nation relève de l'ordre spontané, elle est multiforme, évolutive et difficile à cerner. Dans la même veine, il justifie la liberté totale d'immigration, tout en précisant que dans un monde qui ne serait pas étatisé, dit-il, nous sommes favorables à l'idée d'accorder le droit de vote aux immigrés. Un individu vaut un individu. Je n'ai pas de raison de faire une différence entre un Français et un autre. Plus loin, qu'est-ce que la nation? Un ensemble d'hommes et de femmes. Et comment pourrait-il y avoir des objectifs nationaux indépendamment des objectifs individuels? Tout se ramène à l'individu. Et ayant établi que l'État-nation, caractéristique des sociétés modernes, est par nature incompatible avec une société de liberté individuelle, il affirme, c'est pour cette raison profonde que la mondialisation, si elle contribue effectivement à la destruction des États-nations, serait un bienfait pour l'humanité. C'est clair. Et puis, individualisme, je vous le disais, le miracle occidental, c'est le miracle de l'émergence de l'individualisme. Il doit être défendu contre toutes les entreprises destructrices. Le libéralisme récuse toute vision globale, je peux vous en donner tant que vous voulez. Donc, idéologie, qu'on le veuille ou non, et genre je sais bien qu'en prononçant le mot d'idéologie, je fais sursauter le libéral qui dit non, non, le libéral n'est pas une idéologie, c'est uniquement empirique, certain, etc. Bon, et après tout ça, et le libéralisme de gauche, hein, bien entendu, parce qu'il a toujours été. Actuellement, le diagnostic de crise est si commun que nous pouvons légitimement nous demander si la crise, loin de plonger ses racines dans un événement particulier,
ne serait pas en fait devenue la modalité même de l'existence de la politique au sein des démocraties libérales. C'est ce que dit dans un très bon bouquin qui s'appelle « Fin de la philosophie politique » Carol Widmeyer. La crise actuelle est en fait, alors on dit crise des valeurs, j'aime pas beaucoup le terme parce qu'on met des valeurs un peu ce qu'on voulait, et Chantal Delsol avait une excellente définition en la matière lorsqu'elle disait dans Souci contemporain, l'abus du mot valeur traduit la disparition du bien. Et il faudra bien un jour que nous revenions ensemble, pourquoi pas faire des cafés là-dessus, sur cette notion de bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et aujourd'hui, nous étant peu à peu éloignés de tout principe même de vérité, où il est certain pour tout le monde que les valeurs sont par définition et par essence relatives. Ce qui a été entraîné peu à peu, c'est un refus de juger. Nous sommes dans une crise du jugement, déterminée par l'indifférence aux questionnements les plus essentiels. Et c'est bien au fond le but de tous nos cafés. Revenir aux questions essentielles. Où est l'essentiel? Aujourd'hui, c'est évaporé, et la question même de l'essentiel, pour beaucoup de gens, n'a plus aucune importance. Est-ce qu'on peut conclure tout ça? Est-ce qu'il peut y avoir une conclusion? J'ai bien quelques idées en tête. En dehors de quelques questions posées à ceux qui considèrent le libéralisme comme la seule solution possible aux maux qui nous accablent, une chose est certaine, il n'est plus possible, le libéralisme pour moi n'a plus aucune pertinence et il est totalement obsolète. Il est parfait pour les Robinsonades de l'ère industrielle. Aujourd'hui, il n'a plus rien à nous dire. Il profite incontestablement du fait que comme nous sommes dans une période d'état tentaculaire, la réaction normale contre cet état est une réaction de protection des libertés. Et il joue merveilleusement là-dessus. Mais la liberté du libéral n'est pas du tout la mienne. Nous n'avons pas la même définition, puisque la liberté du libéral, c'est une liberté négative, ne pas être contraint, ne pas être empêché de. C'est pas une liberté comme était la liberté des classiques, la liberté des Grecs ou la liberté chrétienne, une liberté pour. Je suis libre dans la mesure où je réalise, je fais ce pourquoi je suis fait. On a donc là, et que peut-on dire aujourd'hui? Je pose la question à tous ceux qui sont éventuellement proches du libéralisme. Quand l'individu déraisonne, que les digues se rompent, que toute autorité disparaît, que l'enseignement n'est plus qu'une machine ubuesque à décerveler, que l'efficience des marchés passe pour une aimable plaisanterie. Comment croire, par exemple, encore les économistes vous soutiennent ça encore, à la théorie d'une régulation ultime de l'activité économique par les lois du marché? Comment continuer à affirmer l'autonomie de la demande, par exemple, qui est un des grands principes économiques, toujours proclamé, alors que la demande, en l'occurrence, est en permanence contrôlée, et que le système ne doit sa survie qu'à la seule et unique condition de susciter et entretenir soigneusement les addictions consuméristes sur lesquelles il repose. Bref, les théories d'aujourd'hui, qu'elles soient étatistes, totalement libérales ou plus ou moins libérales, sont, malgré les habits modernes dont elles se revêtent, d'un autre temps. Le libéralisme, pour moi, est peu destructeur tant que la société tenait sur des bases séculaires constituées en amont. Mais lorsque tout s'effondre, le voilà frappé d'impuissance, et pour tout dire, sans pertinence et obsolète. La seule conclusion véritable que l'on puisse faire, c'est que nous sommes renvoyés, à partir de ce constat, s'il est exact,
de la dissolution, de ce totalitarisme de la dissolution, nous sommes renvoyés à l'obligation impérative de travailler. Parce que c'est bien gentil de constater les dégâts. Et nous sommes tous très forts pour ça. Nous sommes des analystes extrêmement performants et malheureusement trop souvent impuissants. C'est-à-dire que nous décrivons parfaitement ce qui est en train de se produire. Nous expliquons même comment ça se produit et pourquoi ça se produit, du fait de l'application d'un certain nombre de principes qui ont largement démontré leur nocivité. Et puis voilà. Et nous sommes bien français. C'est-à-dire que dès qu'on parle de solutions, on commence à se diviser. Or, nous avons aujourd'hui, pour cette réflexion de fond, une fenêtre de tir absolument exceptionnelle. Pour la première fois, un certain nombre de gens, de plus en plus nombreux, sont bel et bien convaincus que nous sommes dans une crise du système. Le système ne fonctionne plus, ne marche plus. Les partis politiques ont capté la représentation populaire à leur profit et uniquement à leur profit, et le souci du bien commun a totalement disparu. Et lorsque le souci du bien commun disparaît, c'est le politique qui disparaît, et lorsque le politique disparaît, pour reprendre des propos de Hannah Arendt, c'est la société qui disparaît. C'est ce qui est en train de se produire. Alors, sommes-nous en 1428, peu de temps avant l'intervention de Jeanne d'Arc, lorsqu'il y avait grande misère au royaume de France? Sommes-nous en 1788, avec la rédaction du cahier de doléances des Bretons pour des états généraux? Je n'en sais rien, mais il se passe quand même quelque chose, et nous serions, je crois, grandement responsables devant l'histoire et nos propres enfants si nous laissions passer l'occasion.